Ils ont donc mis au monde le terroriste. Le terme terroriste est une distinction creuse désignant toute personne ou groupe qui choisirait de défier l'ordre établi. Ceci n'est pas à confondre avec le fictif Al-Qaïda, qui est en réalité le nom d'une base de données informatique des Moudjahidines supportée par les États-Unis dans les années 80. En 2007, le département de la Défense a reçu 161,8 milliards de dollars pour la soi-disant guerre contre le terrorisme. Selon le Centre national de contre-terrorisme, en 2004, environ 2000 personnes ont été tuées dans le monde en raison de prétendus actes terroristes. Sur ce nombre, 70 étaient américains. En utilisant ce nombre comme moyenne générale, ce qui est extrêmement généreux, il est intéressant de remarquer que 2 fois plus de personnes meurent d'allergie aux arachides chaque année. En comparaison, la cause principale de décès en Amérique est une maladie coronarienne tuant environ 450 000 personnes chaque année. L'allocation gouvernementale pour le fonds de recherche sur ce problème était d'environ 3 milliards de dollars. Ce qui signifie que le gouvernement américain, en 2007, a dépensé 54 fois plus d'argent pour prévenir le terrorisme qu'il en a dépensé pour prévenir la maladie qui tue 6600 fois plus de gens annuellement que le terrorisme. Pourtant, les mots terrorisme et Al-Qaïda sont utilisés arbitrairement dans les médias pour qualifier toute action entreprise contre les intérêts des États-Unis. Le mythe s'élargit. À la mi-2008, le procureur général des États-Unis proposa enfin que le Congrès américain déclare officiellement la guerre contre le fantasme. Sans mentionner qu'en juillet 2008, il y a maintenant plus de 1 million de gens actuellement fichés sur la liste de surveillance terroriste américaine. Cette soi-disant mesure antiterrorisme n'a bien sûr rien à voir avec la protection sociale et tout à voir avec la préservation de l'ordre établi contre les sentiments anti-américains croissants, à la fois au niveau national et international, qui est légitimement fondé sur l'expansion de l'empire des sociétés basées sur la cupidité qui exploite notre monde. Les vrais terroristes de notre monde ne se rencontrent pas dans le noir à minuit, ou crient Allah Akbar avant une quelconque action violente. Les vrais terroristes de notre monde portent des costumes à 5 000 $ et travaillent dans les plus hautes sphères de la finance, du gouvernement et des affaires. Alors, que faisons-nous? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui a tellement de pouvoir et d'élan? Comment stoppons-nous ce comportement de groupe aberrant qui ne ressent aucune compassion pour les milliers de morts en Irak et en Afghanistan pour que la corporatocratie puisse contrôler les ressources énergétiques et la production d'opium pour les profits de Wall Street? Comment stoppons-nous un système de cupidité et de corruption qui condamne les populations pauvres à un atelier de misère pour les bénéfices de Madison Avenue, ou orchestre des attaques terroristes sous faux drapeaux au nom de la manipulation, ou génère des modes intégrés de fonctionnement sociaux qui sont fondamentalement exploités, ou réduit systématiquement de nombreuses libertés et viole les droits de l'homme afin de se protéger lui-même de ses imperfections. Comment pouvons-nous traiter avec les nombreuses institutions furtives, telles que le Conseil de Relations étrangères, la Commission trilatérale et le groupe Bilderberg et les autres groupes élus non démocratiquement,
qui, derrière les rideaux, collaborent pour le contrôle des éléments politiques, financiers, sociaux et environnementaux de nos vies. Afin de trouver une réponse, nous devons d'abord chercher la véritable cause sous-jacente, car le fait est, l'égoïsme, le pouvoir corrompu et les groupes basés sur le profit ne sont pas la vraie source du problème. Ce sont des symptômes. Mon nom est Jacques Fresco. Je suis un designer industriel et un ingénieur social. Je suis très intéressé par la société et par le développement d'un système qui pourrait être viable pour tout le monde. Avant tout, le mot corruption est une invention monétaire. Ce comportement aberrant, comportement qui est perturbant pour le bien-être du peuple. Eh bien, vous avez affaire au comportement humain. Et le comportement humain se révèle être déterminé par l'environnement, signifiant si vous êtes élevé par les Indiens séminoles en tant qu'enfant, sans jamais avoir vu autre chose, vous retenez ce système de valeurs. Et il en va ainsi pour les nations, les individus, les familles essayant d'endoctriner leurs enfants dans leur foi particulière et leur pays, et qu'ils se sentent comme faisant partie de tout cela. Et ils construisent une société qu'ils appellent établie. Ils établissent un point de vue accessible et tentent à le perpétuer. Alors que toutes les sociétés sont en fait émergentes, pas établies. Et donc, ils rejettent les nouvelles idées qui interfèrent avec l'ordre établi. Les gouvernements essayent de perpétuer ce qui les garde au pouvoir. Les gens ne sont pas élus au poste politique pour changer les choses. Ils y sont mis pour conserver les choses telles qu'elles sont. Donc, vous voyez, les bases de la corruption sont dans notre société. Laissez-moi expliquer. Toutes les nations sont foncièrement corrompues, car elles tentent à maintenir les institutions existantes. Je ne veux pas dire de maintenir ou de dévaloriser tous les pays, mais le communisme, le socialisme, le fascisme, le libre entreprise et tous les autres sous-cultures sont les mêmes. Elles sont essentiellement corrompues. La caractéristique la plus fondamentale de nos institutions sociales est la nécessité de se préserver. Que ce soit une corporation, une religion ou un gouvernement, le premier intérêt est de préserver l'institution elle-même. Par exemple, la dernière chose qu'une compagnie pétrolière voudrait est qu'une énergie qui ne soit pas en sa possession soit utilisée, car ça rendrait cette compagnie moins importante pour la société. De même que la guerre froide et la chute de l'Union soviétique étaient en réalité une façon de préserver et perpétuer une institution économique et l'hégémonie globale des États-Unis. Pareillement, les religions conditionnent le peuple à se sentir coupable pour les tendances naturelles. Chacun proclame offrir le seul chemin vers le pardon et le salut. Au cœur de cette autopréservation institutionnelle repose le système monétaire, car c'est l'argent qui fournit les moyens du pouvoir et de la survie. C'est pourquoi, tout comme une personne pauvre peut être amenée à voler pour survivre, c'est une tendance naturelle de faire tout le nécessaire pour prolonger la rentabilité d'une institution. Ceci rend particulièrement difficile pour les institutions basées sur le profit de changer, car cela met en danger non seulement la survie de larges groupes de gens, mais aussi le douillet mode de vie matérialiste associé à la prospérité et au pouvoir. Donc, la paralysie nécessaire de préserver une institution en dépit de son importance sociale est largement ancrée dans le besoin d'argent ou profit. Quel intérêt cela a-t-il pour moi? Est ce que les gens pensent.